Partie 1. L'ascension d'un jeune conquérant. Au printemps de 331 avant Jérémie, un jeune roi venu d'un coin reculé du nord de la Grèce se lança dans une campagne qui allait changer le cours de l'histoire. Son nom était Alexandre, roi de Macédoine. À seulement 20 ans, il allait bientôt défier la plus grande superpuissance du monde antique, l'immense et riche empire perse. Pour de nombreux observateurs de l'époque, l'idée semblait presque absurde. Comment un petit royaume situé à la périphérie du monde grec pouvait-il vaincre un empire s'étendant sur 3 continents? La Perse contrôlait d'énormes richesses, commandait des armées massives et régnait sur des terres allant de l'Égypte à l'Asie centrale. Pourtant, Alexandre possédait quelque chose de bien plus dangereux que le nombre ou l'or. Il possédait l'ambition, l'audace et un talent extraordinaire pour le commandement. Au cours des 10 années suivantes, Alexandre mènerait son armée à travers des déserts, des montagnes et des rivières, livrant bataille après bataille contre des forces apparemment écrasantes. Maintes et maintes fois, ses stratégies audacieuses et son commandement intrépide lui apportèrent la victoire. À la fin de sa campagne, il avait bâti l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu, s'étendant de la Grèce jusqu'aux frontières de l'Inde. Peu d'individus dans l'histoire ont laissé une marque aussi puissante sur le monde. Pour les Perses qui lui résistèrent, il fut un destructeur impitoyable. Mais pour beaucoup en Occident, il resterait dans les mémoires comme quelque chose de bien plus grand, un génie militaire, un visionnaire et une légende dont le nom résonnerait à travers l'histoire sous le nom d'Alexandre le Grand. Mais comment un homme aussi jeune a-t-il pu accéder à un pouvoir aussi extraordinaire? Et comment un royaume autrefois considéré comme arriéré est-il devenu la force qui allait renverser le puissant empire perse? Pour comprendre l'histoire d'Alexandre, nous devons d'abord revenir dans le monde qu'il a façonné. La terre divisée et agitée de la Grèce antique. Partie 2, le monde de la Grèce antique et les guerres médiques. Pour comprendre l'ascension d'Alexandre, nous devons d'abord examiner le monde qui existait avant lui. Vers 500 avant J.C., la terre de Grèce n'était pas une nation unifiée, mais un ensemble de cités-États indépendantes dispersées dans un paysage accidenté de montagnes et d'îles. Chaque cité-État avait son propre gouvernement, sa propre armée et ses propres ambitions. Parmi elles, 2 puissances se distinguaient. Athènes était une puissance navale riche, célèbre pour sa démocratie, sa philosophie, ses arts et son théâtre. C'était une ville où des penseurs comme Socrate et Platon explorèrent des idées qui allaient façonner la civilisation occidentale pendant des siècles. Sparte, en revanche, était une société militaire rude et disciplinée. Les citoyens spartiates étaient formés comme des guerriers dès l'enfance, et leur armée était largement crainte à travers le monde grec. Malgré leurs différences, ces cités rivales s'unirent un jour contre un ennemi commun. Au début du XIe siècle avant J.C., le puissant empire perse tenta de conquérir la Grèce. La Perse était alors le plus grand empire que le monde ait connu, dirigé par des rois puissants et soutenu par de vastes armées issues de nombreuses terres différentes. En 400 J.C., le roi perse Xerxès lança une invasion massive de la Grèce. L'un des moments les plus célèbres de cette guerre eut lieu au défilé montagneux des Thermopyles. Là, une petite force grecque, dirigée par le roi Léonidas de Sparte, tenta de retenir l'énorme armée perse. Pendant 3 jours, ils résistèrent contre des forces écrasantes avant d'être finalement encerclés et vaincus. Pourtant, les Grecs refusèrent de se rendre. Peu de temps après, la marine grecque remporta une victoire décisive sur la flotte perse à la bataille de Salamine. L'année suivante, l'armée perse subit une autre défaite cuisante à la bataille de Platée. Ces victoires forcèrent les Perses à abandonner leur invasion de la Grèce. Pendant les décennies suivantes, la civilisation grecque s'épanouit au cours de ce que l'on appela l'âge d'or de la Grèce classique. Mais sous la surface de cette prospérité, les rivalités entre les cités-États grecs devenaient de plus en plus fortes. Et ces rivalités allaient bientôt plonger le monde grec dans un conflit long et destructeur. Partie 3, les guerres entre Athènes et Sparte. Au cours des décennies qui suivirent la défaite de l'invasion perse, le monde grec entra dans une période de prospérité et de génie culturel. Athènes se transforma en un puissant empire naval, dominant le commerce à travers la mer Égée et étendant son influence dans toute la région. Sa richesse finança des temples magnifiques,
des œuvres théâtrales dramatiques et des écoles philosophiques qui allaient façonner la pensée occidentale pendant des siècles. Mais la puissance croissante d'Athènes inquiétait de plus en plus les autres cités-États grecques. Au premier rang d'entre elles se trouvait Sparte, cette société militaire disciplinée qui s'était longtemps considérée comme la gardienne des valeurs grecques traditionnelles. La suspicion et la rivalité entre les deux puissances s'accentuèrent lentement jusqu'à ce que les tensions éclatent finalement en conflit ouvert. Le résultat fut la guerre du Péloponnèse, une lutte dévastatrice qui allait durer près de 3 décennies. D'un côté se trouvait Athènes et sa puissante marine, de l'autre se dressait Sparte et sa formidable armée de terre, soutenue par plusieurs cités-États alliés. La guerre s'éternisa année après année, semant la destruction à travers le monde grec. Des villes furent assiégées, des économies s'effondrèrent et des populations entières furent déplacées. Par moments, la peste et la famine causèrent des ravages encore plus grands que les combats eux-mêmes. Finalement, Sparte sortit victorieuse. Mais ce triomphe eut un coup terrible. La guerre avait épuisé les forces des deux camps et laissé les cités-États grecques, autrefois puissantes, épuisées et divisées. Même après la fin de la guerre, de petits conflits continuèrent d'éclater entre les puissances grecques rivales. Pendant près d'un siècle, le monde grec resta prisonnier de cycles de guerre et d'instabilité politique. Ces combats incessants affaiblirent les cités-États et les rendirent de plus en plus vulnérables à une nouvelle puissance émergeant au nord. Pendant des générations, les Grecs avaient méprisé le royaume de Macédoine. Ils le considéraient comme une terre rude et arriérée, faisant à peine partie du monde grec civilisé. Mais sous l'impulsion d'un nouveau roi ambitieux, la Macédoine était sur le point de devenir la force la plus puissante que la Grèce ait jamais connue. Partie 4. L'ascension du roi Philippe II de Macédoine. Pendant des siècles, le royaume montagneux de Macédoine se situa à la bordure septentrionale du monde grec. Pour les cités-États sophistiqués du sud de la Grèce, il semblait lointain, rude et non civilisé. Les Macédoniens parlaient un dialecte grec, mais de nombreux Grecs les considéraient comme guère plus que des étrangers provinciaux. Cette perception commença à changer radicalement au IVe siècle J. ici, lorsqu'un souverain remarquable accéda au pouvoir, le roi Philippe II. Philippe n'était pas seulement un guerrier habile, mais aussi un brillant stratège et réformateur. Durant sa jeunesse, il avait passé du temps comme otage dans la cité grecque de Thèbes, où il avait observé les tactiques militaires avancées des armées grecques. À son retour en Macédoine, lorsqu'il devint enfin roi, il commença à transformer son royaume en une puissance militaire formidable. Sa réforme la plus célèbre fut la création d'un nouveau type de formation d'infanterie, connu sous le nom de phalange macédonienne. Les soldats de cette formation étaient armés d'une lance énorme, appelée saris, qui pouvait atteindre jusqu'à 5,50 mètres de long, soit 2 fois la longueur de la lance grecque typique. Lorsque des rangées de soldats avançaient ensemble avec ces longues armes, ils formaient un mur dense de pointes de lance qu'il était extrêmement difficile pour les ennemis de pénétrer. Mais Philippe ne comptait pas uniquement sur l'infanterie. Il développa également de puissantes unités de cavalerie et les combina avec des tactiques d'infanterie disciplinées pour créer une armée flexible et hautement efficace. Grâce à ce nouveau système militaire, la Macédoine commença à étendre son influence dans toute la région. Philippe assura d'abord le contrôle des territoires voisins, renforçant son royaume tant sur le plan politique qu'économique. Puis il tourna son attention vers les cités-États grecques divisées au sud. En 338 J-C, l'armée de Philippe fit face à une coalition de forces grecques d'Athènes et de Thèbes, à la bataille de Chéronée. La bataille se termina par une victoire macédonienne décisive. Les cités-États grecques, autrefois dominantes, furent vaincues, et la Macédoine s'imposa comme la nouvelle puissance dirigeante de la Grèce. Après ce triomphe, Philippe forma une alliance politique connue sous le nom de Ligue de Corinthe, unissant la majeure partie du monde grec sous sa direction. Son objectif suivant était encore plus ambitieux, une grande campagne contre l'Empire perse. Mais alors même que les préparatifs de cette grande guerre étaient en cours, un événement inattendu allait changer le cours de l'histoire. Partie 5. L'assassinat de Philippe et l'accession d'Alexandre au trône. Le roi Philippe II se trouvait alors au sommet de sa puissance.
Il avait uni la majeure partie de la Grèce sous la direction macédonienne et préparait une campagne massive contre l'Empire perse. Pour de nombreux Grecs, cette guerre promettait à la fois vengeance et opportunité. La Perse avait autrefois envahi leur patrie et maintenant ses richesses immenses semblaient prêtes à être saisies. Mais avant que Philippe ne puisse lancer son invasion planifiée de longue date, la tragédie frappa. En 336 lors d'une grande célébration dans la capitale macédonienne d'Égaï, Philippe fut soudainement assassiné. Le tueur était l'un de ses propres gardes du corps. Les motifs exacts du meurtre restent débattus par les historiens, mais l'assassinat était probablement lié aux rivalités brutales et aux intrigues politiques de la cour macédonienne. La mort de Philippe choqua le monde grec. Pourtant, une question se posa immédiatement. Qui lui succéderait? La réponse était son fils de 20 ans, Alexandre. Malgré sa jeunesse, Alexandre était loin d'être inexpérimenté. Il avait été soigneusement éduqué par l'un des plus grands philosophes du monde antique, Aristote. Sous la direction d'Aristote, il étudia la philosophie, les sciences, la littérature et la politique. Mais Alexandre n'était pas seulement un étudiant des idées, il était aussi un guerrier. Dès l'adolescence, il avait déjà combattu aux côtés de son père. À la bataille de Chéronée, il commanda la cavalerie macédonienne et joua un rôle décisif en brisant la ligne ennemie. Ceux qui l'avaient vu combattre reconnaissaient déjà son courage et son ambition. Pourtant, devenir roi à un si jeune âge était dangereux. La Macédoine était un royaume où le pouvoir était souvent disputé par la violence et l'intrigue. Des prétendants rivaux au trône devinrent rapidement une menace pour le règne d'Alexandre. Agissant avec une détermination prompte et impitoyable, le jeune roi prit des mesures pour assurer sa position. Les rivaux potentiels au sein de la famille royale furent éliminés et l'opposition au sein de la cour fut écrasée avant de pouvoir se transformer en rébellion. Alexandre avait sécurisé le trône de Macédoine, mais régner sur la seule Macédoine ne suffisait pas. À travers la Grèce, de nombreuses cités-États croyaient que la mort de Philippe leur offrait une chance de se libérer du contrôle macédonien. Ils allaient bientôt découvrir à quel point il était dangereux de sous-estimer le nouveau roi. Partie 6. La destruction de Thèbes et la consolidation du pouvoir. Lorsque la nouvelle de l'assassinat de Philippe se répandit à travers la Grèce, de nombreuses cités-États crurent que la domination de la Macédoine était sur le point de s'effondrer. Après tout, le nouveau roi n'avait que 20 ans. Pour beaucoup de dirigeants grecs, Alexandre semblait inexpérimenté et ils supposèrent qu'il aurait du mal à maintenir le contrôle sur l'alliance fragile que son père avait bâtie. Des rébellions commencèrent rapidement à s'agiter à travers le monde grec. Au nord, des tribus d'Illyrie et d'autres régions frontalières testèrent les défenses de la Macédoine. En Thessalie et en Grèce centrale, les dirigeants politiques débattirent de l'opportunité de défier l'autorité macédonienne. Certains croyaient que le moment était venu de restaurer une indépendance totale vis-à-vis de la Macédoine. Alexandre réagit avec une rapidité remarquable. Avant que ses ennemis ne puissent s'organiser, il mena son armée vers le nord et écrasa les tribus rebelles qui menaçaient les frontières de la Macédoine. Puis il descendit vers le sud en Thessalie, forçant la région à se soumettre à nouveau au commandement macédonien. Ville après ville réaffirma sa loyauté envers lui. Mais le défi le plus sérieux vint de la cité de Thèbes. Encouragé par des rumeurs selon lesquelles Alexandre aurait été tué lors de ses campagnes dans le nord, Thèbes se souleva en révolte ouverte contre la Macédoine. La ville expulsa la garnison macédonienne qui y stationnait et appela d'autres États grecs à rejoindre leur rébellion. Pour Alexandre, c'était un défi direct à son autorité. Si Thèbes réussissait, d'autres villes pourraient suivre, et l'alliance macédonienne entière pourrait s'effondrer. Alexandre agit de manière décisive. Par une marche éclair, il mena son armée vers le sud et arriva au portamas de Thèbes avant que la ville ne réalise pleinement le danger qui la menaçait. L'apparition soudaine de l'armée macédonienne choqua les rebelles. Une bataille brutale s'ensuivit. Malgré une résistance acharnée, les forces macédoniennes finirent par percer les défenses de la ville. Ce qui suivit fut dévastateur. Thèbes, autrefois l'une des plus grandes cités de Grèce, fut complètement détruite. Une grande partie de la population fut tuée et des milliers de survivants furent vendus comme esclaves. Seuls les temples et quelques bâtiments sacrés furent épargnés.
La destruction de Thèbes envoya un message puissant à travers tout le monde grec. Toute cité envisageant la rébellion comprenait désormais les conséquences. La Grèce étant fermement sous son contrôle, Alexandre pouvait enfin tourner son attention vers la grande ambition qu'il avait héritée de son père, l'invasion de l'Empire perse. Au printemps de 334 avant J.B.C., il entamerait une campagne qui allait bientôt devenir l'une des expéditions militaires les plus extraordinaires de l'histoire. Partie 7, l'invasion de l'Empire perse. Au printemps de 334 avec J.B.C., Alexandre avait assuré son autorité en Grèce et en Macédoine. Les rébellions avaient été écrasées, les cités-États grecques fermement ramenées sous contrôle, et l'alliance que son père avait créée était de nouveau stable. Enfin, le jeune roi pouvait se consacrer au plan audacieux que Philippe II avait jadis préparé. Une invasion à grande échelle de l'Empire perse. Pendant des générations, l'Empire perse avait été la puissance dominante du monde antique. Son territoire s'étendait sur de vastes régions, de l'Égypte à l'ouest jusqu'à l'Asie centrale à l'est. Il disposait d'immenses richesses et pouvait lever des soldats parmi de nombreuses nations sous sa domination. Pourtant, Alexandre pensait que la Perse n'était plus la force irrésistible qu'elle avait été autrefois. Franchissant le détroit étroit connu sous le nom d'Hellespont, Alexandre mena son armée d'Europe vers l'Asie mineure. C'était un moment symbolique. En posant le pied sur les terres de l'Empire perse, il entamait une campagne qui allait déterminer le sort de deux grandes civilisations. L'armée d'Alexandre n'était pas énorme par rapport aux standards de l'Empire perse. Au total, il commandait environ 40 000 soldats provenant de Macédoine et des États grecs alliés. Mais ce qui manquait à son armée en taille était compensé par la discipline, l'entraînement et l'expérience. Au cœur de ses forces se trouvait l'infanterie macédonienne, organisée en puissantes phalanges armées de la longue Saris. Ces soldats étaient prêtés des professionnels hautement qualifiés qui s'étaient exercés pendant des années sous les réformes de Philippe II. Ils étaient soutenus par des milliers de fantassins grecs alliés, ainsi que par des mercenaires compétents combattant pour une seule. Des troupes légères, armées de javelots, d'arcs et de frondes apportaient de la flexibilité sur le champ de bataille, harcelant les ennemis et protégeant les flancs de l'armée. Mais la partie la plus crainte de l'armée d'Alexandre était sa cavalerie. L'élite de la cavalerie des compagnons servait de force de choc. Ces cavaliers lourdement armés étaient entraînés à charger directement les lignes ennemies avec une vitesse et une force dévastatrices. Alexandre les menait souvent personnellement au combat, se plaçant dans la partie la plus dangereuse de la mêlée. Ensemble, ces différentes unités formaient une armée soigneusement équilibrée, capable à la fois de tenir la ligne et de lancer des attaques soudaines et décisives. Alors qu'Alexandre s'enfonçait en Asie mineure, les gouverneurs perses rassemblèrent leurs forces pour l'arrêter. Les deux armées allaient bientôt se rencontrer pour la première fois sur les rives d'une petite rivière appelée le Granique. Là, Alexandre allait affronter son premier test majeur contre le puissant empire perse. Partie 8, l'armée macédonienne, une machine de guerre. Le succès d'Alexandre sur le champ de bataille ne reposait pas uniquement sur le courage. Derrière chaque victoire se trouvait l'une des forces militaires les plus disciplinées et les plus soigneusement organisées du monde antique. L'armée macédonienne, façonnée par les réformes de Philippe II et perfectionnée sous Alexandre, était devenue une puissante machine de guerre. Au cœur de cette armée se trouvait la phalange macédonienne. Ces soldats, appelés phalangites, étaient armés de la saris, une pique massive de près de 6 mètres de long. Lorsque la phalange avançait en formation serrée, sur 16 rangs de profondeur, les premiers rangs créaient une forêt dense de pointes de lance. Tout ennemi tentant de s'approcher faisait face à des dizaines de lames avant même d'atteindre les soldats. La formation était incroyablement solide lors d'un affrontement frontal. Cependant, elle présentait aussi des faiblesses. La phalange était lente à manœuvrer et vulnérable en cas d'attaque par les flancs ou par l'arrière. Pour la protéger, Alexandre s'appuyait sur des troupes spécialisées positionnées le long de ses flancs. Parmi celles-ci se trouvaient les hypaspistes, une unité d'infanterie d'élite parfois appelée les porteurs de boucliers. Armés de lances plus courtes et de grands boucliers, ils étaient plus flexibles que les lourds soldats de la phalange et pouvaient-ils se déplacer rapidement pour renforcer les points faibles de la ligne. Une autre composante vitale de l'armée était les agriens, des lanceurs de javelots experts recrutés dans les régions montagneuses des Balkans. Ces troupes légères
pouvait se déplacer rapidement sur le champ de bataille, frappant les formations ennemies avec une précision mortelle avant de se retirer hors de portée. Il y avait aussi des archers et d'autres tirailleurs venus de régions comme la Thrace et l'Illyrie. Armés d'arcs, de frondes et d'armes de jet, ils perturbaient les formations ennemies et protégeaient l'armée contre les attaques surprises. Pourtant, la force la plus décisive de l'armée d'Alexandre était la cavalerie des compagnons. Ces cavaliers d'élite étaient lourdement armés de lances et d'épées, entraînés à porter des charges dévastatrices précisément au bon moment. Tandis que la phalange fixait l'ennemi sur place, la cavalerie des compagnons frappait avec une force explosive contre un point faible de la ligne ennemie. Alexandre lui-même menait souvent cette cavalerie au combat. Combattant à la tête de ses troupes, il se jetait au plus fort de la mêlée, inspirant ses hommes par son exemple personnel. Grâce à cette combinaison d'infanterie disciplinée, de troupes légères agiles et d'une cavalerie puissante, l'armée macédonienne devint l'une des forces de combat les plus redoutables que le monde antique ait jamais connues. Bientôt, cette armée allait livrer sa première grande bataille contre les Perses, au bord du fleuve Granique. Partie 9. La bataille du Granique. Alors qu'Alexandre s'enfonçait en Asie mineure, les gouverneurs perses de la région comprirent rapidement la menace qu'il représentait. L'empire perse était divisé en provinces appelées satrapies, chacune dirigée par un gouverneur nommé satrape. Ces satrapes rassemblèrent leurs forces et se réunirent pour discuter de la manière d'arrêter l'armée macédonienne envahissante. Parmi eux se trouvait un général grec au service des Perses, nommé Memnon de Rhodes. Memnon était un commandant expérimenté et comprenait les forces de l'armée d'Alexandre. Il conseilla aux dirigeants perses d'éviter la bataille directe. Au lieu de cela, il proposa une stratégie de terre brûlée, détruisant les récoltes et les provisions pour affamer l'armée d'Alexandre à mesure qu'elle s'enfonçait en territoire hostile. C'était un conseil militaire judicieux, mais les satrapes perses rejetèrent le plan. Ils n'étaient pas disposés à dévaster leur propre terre sans combattre. Confiants dans la force de leur cavalerie, ils décidèrent plutôt d'affronter Alexandre directement. Ils choisirent leur champ de bataille le long des rives du Granique. La rivière elle-même n'était pas particulièrement profonde, mais elle était large et bordée de rives escarpées. Les Perses pensaient que le terrain rendrait la traversée de l'armée d'Alexandre extrêmement difficile sous le feu des attaques. Sur la rive opposée, l'armée perse formait une puissante ligne défensive. En première ligne se trouvaient des milliers de cavaliers venus de tout l'Empire, des guerriers de régions telles que la Médie, la Bactriane et la Paphlagonie. Derrière eux attendaient plusieurs milliers de mercenaires grecs, une infanterie lourdement armée combattant pour l'or perse. Alexandre arriva avec son armée et reconnut immédiatement le danger. Certains de ses commandants suggérèrent d'attendre le matin avant de tenter la traversée de la rivière. Attaquer immédiatement, avertirent-ils, serait risqué. Mais Alexandre refusa tout délai. Déterminé à prendre l'initiative, il ordonna un assaut immédiat. Les unités de cavalerie s'avancèrent les premières, entrant dans la rivière et luttant pour gravir les berges escarpées face à une pluie de projectiles perses. Bientôt, Alexandre lui-même rejoignit l'attaque, menant la cavalerie des compagnons à travers la rivière. Alors que les Macédoniens se frayaient un chemin sur la rive opposée, la cavalerie perse s'élança à leur rencontre. Les chevaux s'entrechoquèrent, les lance-minas se fracassèrent et la bataille se transforma rapidement en un combat au corps à corps, chaotique et brutal. À un moment du combat, Alexandre lui-même frôla la mort. Un noble perse le frappa à la tête avec une épée, endommageant son casque. Un autre guerrier surgit derrière lui et leva son arme pour porter un coup fatal. Au dernier moment, l'un des officiers de confiance d'Alexandre, Cleitos le Noir, abattit l'assaillant et sauva la vie du roi. Pendant ce temps, de plus en plus de troupes macédoniennes traversaient la rivière. Alors que la phalange atteignait l'autre rive et se mettait en formation de combat, la situation commença à basculer. Les longues sarisses de l'infanterie macédonienne repoussèrent la cavalerie perse, brisant leur formation. Bientôt, la ligne perse s'effondra et leurs forces commencèrent à battre en retraite. Alexandre venait de remporter sa première victoire majeure sur l'Empire perse. Mais ce n'était que le début d'une guerre bien plus vaste. Partie 10. La conquête de l'Asie mineure. La victoire au fleuve Granique fut un tournant. L'armée perse étant vaincue, une grande partie de l'Asie mineure se trouvait désormais exposée devant les forces progressantes d'Alexandre.
Une à une, les cités de la région commencèrent à tomber sous le contrôle macédonien. Le premier prix d'importance fut la cité de Sardes, capitale de la province perse de Lydie. Au lieu de résister, le commandant perse de la ville choisit de se rendre sans combattre. Cette décision offrit à Alexandre non seulement la ville elle-même, mais aussi son trésor et sa position stratégique dans la région. Pourtant, Alexandre comprenait que sa campagne faisait face à une menace sérieuse. Tandis que son armée avançait sur terre, l'Empire perse contrôlait toujours une puissante marine dans l'est de la Méditerranée. Les flottes perses pouvaient potentiellement couper les lignes de ravitaillement d'Alexandre vers la Grèce et isoler son armée profondément en territoire ennemi. Plutôt que de défier les Perses sur mer, Alexandre choisit une stratégie différente. S'il pouvait s'emparer des cités côtières qui servaient de base navale aux Perses, la flotte perse se retrouverait sans port sûr. Sa première cible fut la cité côtière grecque de Milet. La ville tenta de résister, soutenue par les forces navales perses à proximité. Mais l'armée d'Alexandre l'encercla rapidement, et après une lutte acharnée, la cité tomba aux mains des Macédoniens. Le défi suivant fut la cité fortifiée d'Halicarnasse. Contrairement à Sardes, les défenseurs étaient ici déterminés à résister. Les murs de la ville étaient solides et les commandants perses organisèrent une défense féroce. Les combats devinrent intenses alors que les forces macédoniennes tentaient de percer les fortifications. Finalement, après de violents combats et des opérations de siège, Halicarnasse tomba également. Avec sa capture, le contrôle perse sur une grande partie du littoral occidental de l'Asie mineure s'effondra. Alexandre poursuivit sa progression dans la région, se dirigeant vers le sud et l'est à travers la Lycie et la Phrygie. En chemin, il rencontra une légende célèbre qui allait nourrir son propre mythe. Dans la ville de Gordion, on montra à Alexandre le célèbre nœud gordien, un nœud complexe lié à un ancien char. Selon la prophétie, celui qui parviendrait à dénouer le nœud deviendrait le souverain de toute l'Asie. Au lieu de tenter de le défaire patiemment, Alexandre dégaina son épée et trancha le nœud d'un seul coup. Que l'histoire soit vraie ou non, elle illustrait parfaitement le caractère audacieux et décisif du jeune roi. Mais alors qu'Alexandre avançait à travers l'Asie mineure, l'Empire perse préparait sa riposte. Bientôt, il n'allait plus seulement affronter des gouverneurs locaux et des satrapes, mais le souverain de la Perse lui-même, le roi Darius III. Partie 11. L'ascension de Darius et la route d'Issos. Tandis qu'Alexandre progressait à travers l'Asie mineure, l'Empire perse commençait à organiser une riposte d'une bien plus grande ampleur. La défaite précédente au Granique avait été un revers sérieux, mais elle n'avait pas détruit la puissance perse. L'Empire possédait encore d'énormes ressources, de vastes territoires et la capacité de lever des armées massives. Au centre de cette réponse se trouvait le roi perse lui-même, Darius III. Darius comprenait que l'invasion d'Alexandre ne pouvait plus être ignorée. Si l'armée macédonienne continuait son avance sans obstacle, les provinces occidentales de l'Empire pourraient rapidement tomber entre les mains de l'ennemi. Déterminé à arrêter le jeune conquérant, Darius commença à rassembler une grande armée issue de tout l'Empire. Pendant ce temps, Alexandre poursuivait sa campagne à travers les terres d'Asie mineure. Ville après ville, les cités se rendaient ou étaient reprises par la force. Sa stratégie consistant à s'emparer des régions côtières affaiblissait régulièrement la puissance navale perse en Méditerranée. Au même moment, des événements ailleurs dans la région prenaient une tournure inattendue. Memnon de Rhodes, l'expérimenté commandant grec au service de la Perse, avait commencé à mener des opérations navales dans la mer Égée. Sa flotte s'empara de plusieurs îles importantes et menaça de ramener la guerre jusqu'en Grèce même. S'il avait réussi, cette stratégie aurait pu forcer Alexandre à abandonner sa campagne et à rentrer chez lui. Mais le destin intervint. Memnon mourut soudainement de maladie, et avec son décès, la stratégie navale perse s'effondra. Sans son commandement, la flotte perse ne parvint pas à maintenir son offensive. Ce développement inattendu écarta l'une des plus grandes menaces pesant sur la campagne d'Alexandre. L'année suivante, en 333 Avino Janji et ici, Alexandre mena son armée vers le sud dans la région de la Cilicie. De là, il se prépara à franchir les cols montagneux menant vers la Syrie. Mais à ce moment crucial, une nouvelle arriva qui changea tout. Le roi Darius lui-même approchait avec une armée massive. Et au lieu de faire face à Alexandre par le sud, le roi perse s'était déplacé vers le nord, positionnant son armée derrière les forces macédoniennes. Alexandre faisait maintenant face à une situation périlleuse.
L'armée perse s'était installée près de la plaine côtière d'Issos, bloquant la route qui reliait Alexandre à ses lignes de ravitaillement. Les deux armées étaient désormais sur une trajectoire de collision. Et bientôt, Alexandre allait affronter le roi perse dans l'une des batailles les plus spectaculaires de toute sa campagne. Partie 12. La bataille d'Issos. 17 mois s'étaient écoulés depuis qu'Alexandre était entré en Asie. En 333 avant J.C., le jeune roi macédonien affrontait son défi le plus périlleux. Le roi Darius III avait pris personnellement le commandement de l'armée perse et marchait vers le nord, avec une force qui surpassait largement celle d'Alexandre. Le roi perse avait choisi son champ de bataille avec soin. Près de la ville côtière d'Issos, une étroite bande de terre s'étendait entre les montagnes et la mer. Bien que Darius commandât une armée bien plus nombreuse, l'espace confiné l'empêcherait d'utiliser pleinement son avantage numérique. Cependant, cela signifiait aussi qu'Alexandre ne pouvait pas battre en retraite facilement. Les deux armées se préparèrent au combat. Darius déploya ses troupes derrière une petite rivière appelée le Pinaros. Sa meilleure infanterie, comprenant des milliers de mercenaires grecs payés par la Perse, formait le centre de sa ligne. Ces hommes étaient des soldats expérimentés, équipés d'armures lourdes et de boucliers ronds semblables à ceux des hoplites grecs. Sur le flanc droit perse, près de la mer, Darius concentra ses forces de cavalerie les plus puissantes, espérant écraser l'aile gauche macédonienne. L'infanterie perse formait le reste de la ligne, s'étirant vers les montagnes. Alexandre disposa son armée selon sa formation habituelle. Sur l'aile gauche, la plus proche de la mer, il plaça la cavalerie thessalienne et les troupes alliées grecques sous le commandement de son général de confiance, Parménion. Au centre se tenait la phalange macédonienne, ses longues sarises formant une ligne de pique impénétrable. Sur l'aile droite, près des pentes montagneuses, Alexandre positionna ses meilleures troupes. On y trouvait les hypaspistes d'élite, les lanceurs de javelots agriens, les archers et la puissante cavalerie des compagnons. Comme toujours, Alexandre mènerait personnellement l'attaque depuis cette position. Le moment venu, Alexandre chevaucha devant son armée, encourageant ses soldats et les exhortant à combattre avec bravoure. Puis la ligne macédonienne s'élança. La bataille commença par des combats intenses le long de la rive. Les projectiles perses s'abattirent sur les troupes macédoniennes qui luttaient pour traverser la rivière et gravir la berge opposée. Une fois la ligne perse atteinte, un corps à corps brutal éclata. Au centre du champ de bataille, la phalange macédonienne rencontra une résistance acharnée de la part des mercenaires grecs au service de Darius. Le combat y fut particulièrement sauvage, et pendant un temps, la phalange fut repoussée tandis que sa formation commençait à se fragmenter. Voyant le danger, Alexandre fit un mouvement décisif. À la tête de la cavalerie des compagnons, il lança une charge puissante directement vers le centre perse. L'attaque soudaine frappa l'ennemi avec une force prodigieuse, menaçant de percer le cœur même de l'armée perse. Et au centre de cette armée se tenait le roi Darius lui-même. Partie 13. La fuite de Darius et l'effondrement de l'armée perse. Alors que la bataille faisait rage sur les rives d'Issos, le sort des deux armées ne tenait qu'à un fil. Au centre du champ de bataille, la phalange macédonienne était toujours engagée dans un combat brutal contre les mercenaires grecs luttant pour le roi perse. Ces soldats étaient bien entraînés et lourdement armés, et pendant un temps, ils réussirent à faire reculer l'infanterie macédonienne. Mais le cours de la bataille était sur le point de changer. Sur l'aile droite macédonienne, Alexandre guettait le moment décisif. Lorsqu'il aperçut une brèche se former dans la ligne perse, il agit immédiatement. Rassemblant la cavalerie des compagnons et ses meilleures unités d'infanterie, il lança une charge puissante droit vers le centre de l'armée perse. L'attaque frappa avec une force soudaine et irrésistible, tandis que la cavalerie d'Alexandre s'enfonçait dans la ligne perse. Les mercenaires grecs se retrouvèrent, soudainement menacés sur leurs flancs. Leur formation commença à se briser, permettant à la phalange macédonienne de se ressaisir et de reprendre son avance. Au même moment, Alexandre fonça plus profondément vers le cœur de l'armée perse. Son objectif était clair, il visait directement le roi Darius. Depuis son char royal, Darius regardait le roi macédonien et sa cavalerie se frayait un chemin de plus en plus près à travers le champ de bataille. La rapidité et la férocité de l'attaque semèrent la panique parmi les troupes perses. C'est alors, dans un moment qui allait décider du sort de la bataille, que Darius perdit son sang-froid.
Plutôt que de risquer d'être capturé ou tué, le roi perse fit faire demi-tour à son char et s'enfuit du champ de bataille. Une fois que le roi eut abandonné le combat, le moral de l'armée perse s'effondra. Partout sur le terrain, les soldats perses commencèrent à battre en retraite. Ce qui était une armée organisée se transforma rapidement en un chaos total, alors que les hommes tentaient d'échapper à la progression des forces macédoniennes. Pourtant, la bataille n'était pas encore totalement gagnée. Sur l'aile gauche macédonienne, Parménion et ses troupes étaient toujours engagés dans une lutte désespérée contre la puissante cavalerie perse. Si les Perses réussissaient à percer là, ils pourraient encore encercler l'armée d'Alexandre et transformer la défaite en victoire. Mais malgré la pression, Parménion et ses soldats tinrent bon. Quand la nouvelle se répandit dans les rangs perses que leur roi s'était enfui, la résistance restante s'effrita rapidement. La bataille se changea en une déroute massive, alors que les forces perses abandonnèrent le terrain. La victoire à Issos était totale. Parmi les trophées capturés par Alexandre se trouvaient des membres de la famille royale perse, la mère, l'épouse et les enfants du roi Darius lui-même. Remarquablement, Alexandre les traita avec respect et assura leur sécurité, un geste qui allait devenir célèbre dans tout le monde antique. Mais bien que l'armée perse eût subi une défaite cuisante, la guerre était loin d'être terminée. Darius était toujours en vie, et l'empire perse possédait encore d'immenses richesses et ressources. La lutte pour le contrôle de l'Orient ne faisait que commencer. Partie 14. Le siège de Tyr et la conquête de l'Égypte. Après la victoire éclatante d'Issos, Alexandre se trouvait à un carrefour critique de sa campagne. Le roi perse avait fui le champ de bataille et l'armée perse principale avait été brisée. Pourtant, Alexandre comprenait que la guerre était loin d'être finie. Tant que l'empire perse contrôlait sa puissante marine et ses riches cités côtières, sa position restait vulnérable. Au lieu de poursuivre immédiatement Darius vers l'intérieur de l'empire, Alexandre prit une décision stratégique. Il allait d'abord sécuriser tout le littoral oriental de la Méditerranée, éliminant ainsi les bases navales perses et coupant la capacité de l'empire à menacer ses lignes de ravitaillement. Cette stratégie le mena vers le sud, dans les terres de Phénicie, une région célèbre pour ses cités maritimes. Beaucoup de ces villes se soumirent rapidement à Alexandre sans résistance. Elles reconnaissaient la force de son armée et choisissaient la reddition plutôt que la destruction. Mais une cité refusa de s'incliner devant le roi macédonien. Cette cité était Tyr. Tyr était l'une des villes les plus puissantes et les plus riches de la Méditerranée orientale. Contrairement à la plupart des cités de la région, elle était située sur une île juste au large de la côte, protégée par de solides remparts s'élevant directement de la mer. Les défenseurs de la ville étaient convaincus que leur position les rendait presque impossibles à conquérir. Lorsqu'Alexandre exigea d'entrer dans la ville, les Tyriens refusèrent. Déterminé à capturer ce port stratégique, Alexandre entama l'une des opérations de siège les plus remarquables du monde antique. Ses ingénieurs construisirent une digue massive, prolongeant lentement une route depuis le continent vers la cité insulaire. Les défenseurs de Tyr se battirent farouchement pour arrêter la construction. Ils lancèrent des attaques depuis la mer et envoyèrent même des brûlots pour détruire les tours de siège qu'Alexandre avait édifiées sur la digue. Pendant des mois, la bataille fit rage, les deux camps faisant preuve d'une détermination extraordinaire. Mais Alexandre refusa d'abandonner le siège. Après 7 longs mois d'efforts acharnés, les forces macédoniennes finirent par percer les murs de la ville. Une fois les défenses brisées, la cité de Tyr tomba aux mains de l'armée d'Alexandre. Les conséquences furent dévastatrices. De nombreux habitants furent tués lors de l'assaut et des milliers d'autres furent réduits en esclavage. La chute de Tyr envoya un message puissant au reste de la région. Toute résistance à Alexandre se paierait au prix fort. Peu après, la ville de Gaza fut également capturée après un siège difficile. Le littoral de la Méditerranée orientale étant désormais sous son contrôle, Alexandre tourna son attention vers l'Égypte. Lorsqu'il arriva dans le delta du Nil, le gouverneur perse de l'Égypte choisit de ne pas résister. Au lieu de cela, il remit la province entière à Alexandre sans combat. Le peuple égyptien accueillit Alexandre comme un libérateur face à la domination perse. Dans l'ancienne cité de Memphis, les prêtres égyptiens le couronnèrent pharaon, le reconnaissant comme le souverain légitime du pays. Pendant son séjour en Égypte, Alexandre fonda une nouvelle cité sur la côte méditerranéenne. Il la nomma Alexandrie. Avec le temps,
Elle allait devenir l'une des villes les plus importantes du monde antique, célèbre pour sa grande bibliothèque et son rôle de centre de savoir et de commerce. Mais les ambitions d'Alexandre s'étendaient bien au-delà de l'Égypte. Quelque part à l'est, le roi perse Darius rassemblait une nouvelle armée. Bientôt, les deux souverains allaient s'affronter à nouveau, dans ce qui allait devenir la bataille la plus décisive de toute la guerre. Partie 15. La route de Gogamel. Après avoir sécurisé l'Égypte et le littoral méditerranéen oriental, Alexandre se prépara pour la phase suivante de sa campagne. Ses victoires précédentes avaient brisé le contrôle perse sur les parties occidentales de l'Empire, mais le roi perse, Darius III, était loin d'être vaincu. Darius s'était retiré vers l'est, déterminé à rassembler une nouvelle armée assez forte pour arrêter l'avance macédonienne une fois pour toutes. À travers les vastes territoires de l'Empire perse, des messagers furent envoyés pour lever des troupes. Des soldats arrivèrent de nombreuses régions, de Syrie et de Babylonie, d'Arménie et d'Asie centrale, et même des lointaines provinces orientales. Tandis que Darius reconstruisait ses forces, Alexandre commença sa marche vers l'est depuis l'Égypte. Son objectif était clair. Il poursuivrait le roi perse jusqu'au cœur de l'Empire pour forcer une confrontation finale. En chemin, Alexandre reçut un message surprenant de la part de Darius. Le roi perse proposait la paix. Dans sa proposition, Darius promettait à Alexandre une rançon énorme en or pour le retour des membres de sa famille capturés. Il offrait également la main de sa fille et le contrôle de toutes les terres à l'ouest de l'Euphrate. C'était une offre extraordinaire, la moitié de l'Empire perse en échange de la paix. Certains commandants d'Alexandre pensaient que l'offre devait être acceptée. L'un d'eux aurait dit que s'il était Alexandre, il accepterait immédiatement ces conditions. La réponse d'Alexandre devint célèbre. « Moi aussi, répondit-il, si j'étais Parménion. » Mais Alexandre n'était pas intéressé par la moitié de l'Empire. Ses victoires l'avaient convaincu qu'un destin plus grand l'attendait. Il croyait être destiné à conquérir l'intégralité de l'Empire perse. L'offre fut rejetée. Alors qu'Alexandre poursuivait sa marche vers l'est, des éclaireurs rapportèrent que Darius avait rassemblé une armée massive près d'un lieu appelé Gogamel, non loin de l'actuel Mossoul en Irak. Contrairement au champ de bataille étroit d'Issos, le roi perse avait choisi une vaste plaine dégagée. Le sol avait même été soigneusement nettoyé et aplati pour que les chars de guerre perses puissent en manœuvrer efficacement. Darius se préparait pour une ultime bataille. Là, dans les plaines de Gogamel, l'Empire perse allait livrer son dernier combat contre l'avance irrésistible d'Alexandre. Partie 16. La bataille de Gogamel. En 331, avec Sir Ginanjessé, les deux armées se rencontrèrent enfin dans les vastes plaines proches du village de Gogamel. Le roi Darius avait choisi le champ de bataille avec soin. Contrairement au terrain étroit d'Issos, cet espace ouvert lui permettait de déployer son armée sur toute sa largeur et de tirer pleinement profit de sa supériorité numérique. L'armée perse était colossale. Les sources antiques décrivent des dizaines de milliers de soldats venus de tout l'Empire. L'infanterie arrivait de régions comme la Babylonie et la Syrie. Des unités de cavalerie provenaient d'Arménie, d'Asie centrale et même d'Inde. L'armée comprenait aussi des chars de guerre à faux, des véhicules équipés de lames tranchantes conçues pour lacérer les formations ennemies, et même un petit nombre d'éléphants de guerre. L'armée d'Alexandre était nettement plus petite. Selon les estimations modernes, il était peut-être surpassé en nombre de 2 contre 1. Pourtant, le roi macédonien restait confiant. Comme à son habitude, il déploya son armée avec une précision méticuleuse. Sur le flanc gauche se trouvaient les cavaleries thessaliennes et thraces sous le commandement de Parménion. Au centre, la phalange macédonienne constituait la colonne vertébrale de l'armée, ses rangs armés de longues piques saris. Sur le flanc droit se tenait Alexandre lui-même, avec la cavalerie des compagnons d'élite et les hypaspistes. C'étaient les troupes qu'il comptait utiliser pour l'attaque décisive. Derrière la ligne principale, une seconde ligne d'infanterie grecque était positionnée pour soutenir les deux ailes et se prémunir contre l'éventualité où les forces perses tenteraient d'encercler l'armée. Au début de la bataille, Alexandre fit un mouvement inattendu. Au lieu d'avancer droit devant lui, il commença à déplacer son aile droite lentement vers la droite. L'armée perse imita le mouvement, décalant ses propres troupes pour empêcher Alexandre de quitter le champ de bataille ou d'attaquer leurs flancs. Mais ce mouvement faisait partie de la stratégie d'Alexandre.
En attirant les unités perses loin de leur centre, il créait une brèche dans leur ligne. Lorsqu'il vit l'ouverture commencer à apparaître, Alexandre donna l'ordre d'attaquer. La cavalerie des compagnons s'élança. Au même moment, Darius lança ses chars à faux pour tenter de briser la formation macédonienne. Mais les troupes légères d'Alexandre étaient de prête. Des lanceurs de javelots habiles visèrent les chevaux et les conducteurs, tandis que l'infanterie macédonienne ouvrait des passages dans ses rangs, laissant les chars passer sans faire de dégâts. Le moment décisif était arrivé. Alexandre rassembla sa cavalerie et une partie de la phalange en une formation en coin et lança une charge furieuse directement vers le centre perse affaibli. Leur cible était le roi perse lui-même. L'attaque soudaine et violente pulvérisa la ligne perse. La panique se propagea rapidement alors que la cavalerie macédonienne s'enfonçait au cœur de l'armée. Une fois de plus, Darius perdit son sang-froid. Voyant le roi macédonien foncer droit sur lui, Darius fit faire demi-tour à son char et s'enfuit du champ de bataille. Dès que la nouvelle de sa fuite gagna l'armée, la résistance perse s'effondra. La bataille de Gaugamel était devenue un désastre total pour l'Empire perse. Mais alors même que la victoire semblait acquise, Alexandre dut faire face à une ultime crise sur le terrain. Les forces de Parménion, sur l'aile gauche macédonienne, étaient en grand danger. Partie 17. La chute de l'Empire perse. Bien que la charge d'Alexandre eût brisé le centre perse, la bataille n'était pas encore tout à fait terminée. Sur l'aile gauche macédonienne, Parménion et ses troupes subissaient une pression énorme de la part de la cavalerie perse. Ses forces tentèrent de percer la ligne macédonienne et d'encercler l'armée d'Alexandre. Certains cavaliers perses réussirent même à se glisser par une brèche dans la formation grecque et galopèrent vers le camp macédonien situé derrière le champ de bataille. Cependant, au lieu de faire demi-tour pour attaquer l'armée par l'arrière, beaucoup d'entre eux commencèrent à piller le camp à la recherche de trésors. Pendant ce temps, Parménion envoyait des messages urgents à Alexandre pour réclamer des renforts. Si la cavalerie perse parvenait à submerger sa position, la bataille pourrait encore se transformer en catastrophe. Alexandre faisait face à un choix difficile. Darius fuyait le champ de bataille et le poursuivre pourrait mener à la capture du roi perse et à l'effondrement immédiat de l'Empire. Mais ignorer la situation de Parménion risquait d'entraîner la destruction de sa propre armée. Finalement, Alexandre choisit de porter secours à ses hommes. Il abandonna la poursuite de Darius et ramena sa cavalerie vers le champ de bataille. Menant ses troupes une nouvelle fois dans un combat acharné, il attaqua la cavalerie perse qui menaçait le flanc gauche macédonien. Le combat fut brutal et chaotique. Certains des officiers les plus expérimentés d'Alexandre périrent durant l'affrontement. Pourtant, les forces macédoniennes tinrent bon. Quand la nouvelle se répandit que le roi Darius avait déjà déserté le terrain, les troupes perses restantes perdirent toute volonté de poursuivre le combat. Une par une, elles commencèrent à battre en retraite. La bataille de Gaugamel s'acheva sur une victoire complète et décisive pour Alexandre. L'armée perse étant détruite et son roi en fuite, la route vers le cœur de l'Empire perse était désormais libre. Alexandre marcha vers le sud en direction de l'une des cités les plus magnifiques du monde antique, Babylone. À son arrivée, les portes de la ville s'ouvrirent devant lui sans résistance. Les officiels perses reconnurent que l'Empire s'était effectivement effondré et accueillirent Alexandre comme leur nouveau souverain. Peu après, une autre grande cité perse, Suse, se rendit également. Là, Alexandre prit le contrôle des énormes trésors royaux accumulés par des générations de rois perses. Pourtant, le cœur symbolique de l'Empire perse subsistait encore. Au fond des montagnes se dressait Persépolis, la capitale cérémonielle des rois perses. Lorsque l'armée d'Alexandre atteignit la ville, celle-ci fut prise et pillée. Par une décision dramatique et controversée, Alexandre ordonna que Persépolis soit brûlée. Certains affirmèrent qu'il s'agissait d'une vengeance pour la destruction perse des temples grecs lors de leur invasion de la Grèce plusieurs décennies auparavant. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'un excès lors d'une célébration de ivrognerie qui aurait mal tourné. Quelle qu'en fût la raison, l'incendie de Persépolis marqua la fin de l'Empire perse tel qu'il avait existé pendant plus de 2 siècles. Mais un homme manquait encore à l'appel. Le roi Darius III était toujours vivant, fuyant vers l'Est dans l'espoir de lever une autre armée. Alexandre n'avait aucune intention de le laisser s'échapper. Partie 18.
La mort de Darius et la poursuite de Bessos. Après la défaite cuisante de Gogamel, le roi Darius III s'enfuit vers l'Est dans une tentative désespérée de reconstruire sa puissance. Son plan était de se retirer plus profondément dans l'Empire perse et de rassembler de nouvelles forces issues des provinces orientales telles que la Parthie, la Bactriane et la Sogdiane. S'il parvenait à lever une autre armée, la guerre pourrait encore continuer. Alexandre n'avait aucune intention de permettre cela. Déterminé à capturer le roi perse, il poussa son armée vers l'Est à travers les vastes terres de l'Empire. Les forces macédoniennes marchèrent à travers les monts Zagros, où un col étroit connu sous le nom de Porte Persique ralentit brièvement leur avance. Une petite force perse tenait le col et réussit à bloquer l'armée d'Alexandre pendant plusieurs semaines. Finalement, des éclaireurs macédoniens découvrirent un sentier de montagne qui leur permit de contourner les défenseurs. Encerclés et débordés, les soldats perses furent submergés et l'armée d'Alexandre poursuivit sa traque. Peu après, Alexandre atteignit la grande cité cérémonielle de Persépolis. Il y prit possession des richesses colossales entreposées dans le trésor royal perse. Pourtant, même en s'emparant des trésors de l'Empire, son attention restait fixée sur un seul objectif, la capture de Darius. Mais les événements se déroulaient déjà hors du contrôle d'Alexandre. Alors que l'armée macédonienne se rapprochait, les propres commandants de Darius commençaient à perdre foi en leur roi vaincu. Parmi eux se trouvait un puissant noble perse nommé Bessos, gouverneur de la province orientale de Bactriane. Convaincu que Darius ne pouvait plus défendre l'Empire, Bessos et plusieurs autres officiers se retournèrent contre lui. Dans un acte de trahison choquant, ils arrêtèrent le roi perse alors qu'il fuyait vers l'Est. Bessos s'autoproclama bientôt nouveau souverain de l'Empire perse, prenant le titre royal et se déclarant roi. Avant qu'Alexandre ne puisse l'atteindre, Darius fut assassiné par ses ravisseurs. Lorsque les forces macédoniennes découvrirent enfin le corps abandonné du roi perse, l'empire qu'il avait dirigé était déjà en train de s'effondrer. Alexandre aurait réagi avec une émotion sincère. Bien qu'ils eussent été ennemis, Darius avait été un roi, et Alexandre estimait qu'il méritait les honneurs appropriés. Il ordonna que le corps de Darius III soit renvoyé à Persépolis et enterré avec les honneurs dus à un roi perse parmi ses ancêtres. Darius étant mort, Alexandre se présentait désormais non plus seulement comme un conquérant, mais comme le successeur légitime du trône de Perse. Mais la guerre n'était pas encore terminée. L'homme responsable du meurtre du roi, Bessos, s'était enfui dans les provinces orientales, et Alexandre était déterminé à le traquer. Partie 19. Guerre en Asie centrale et la traque de Bessos. Avec la mort de Darius III, Alexandre revendiquait désormais l'autorité sur l'ensemble de l'Empire perse. Mais contrôler un territoire aussi vaste était loin d'être simple. Beaucoup de provinces orientales n'avaient pas encore accepté son règne, et l'homme qui avait trahi Darius, Bessos, était toujours en liberté. Bessos s'était enfui vers l'est, dans la région de la Bactriane, et s'était proclamé nouveau roi de Perse. En prenant le titre royal, il espérait rallier le soutien des satrapies orientales et poursuivre la résistance contre le conquérant macédonien. Pour Alexandre, c'était inacceptable. Non seulement Bessos avait assassiné le roi auquel il prétendait succéder, mais sa rébellion menaçait de maintenir la guerre vivace dans toute la moitié orientale de l'Empire. Alexandre reprit donc sa campagne, menant son armée plus profondément dans les terres d'Asie centrale. Le voyage entraîna ses forces sur de vastes distances et à travers des territoires inconnus. Ces régions, s'étendant sur des parties de l'actuel Afghanistan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan, étaient loin des riches cités de la Perse. Elles étaient plutôt dominées par des montagnes escarpées, des déserts hostiles et des tribus farouchement indépendantes. En chemin, Alexandre continua d'établir de nouvelles cités pour assurer son contrôle sur la région. L'une d'elles fut Alexandrie d'Ari, située près de l'actuelle ville d'Hérat. Comme beaucoup de cités qu'il fonda, elle portait son nom et servait de centre pour l'administration et la puissance militaire macédonienne. Finalement, les propres alliés de Bessos commencèrent à perdre confiance en lui. Face à l'avance implacable de l'armée d'Alexandre, certains de ses partisans décidèrent que la reddition offrait une meilleure chance de survie. Bessos fut trahi par ses propres hommes. Capturé et enchaîné, il fut remis à Alexandre. Le roi macédonien ordonna que Bessos soit renvoyé en Perse,
où il ferait face à l'exécution en tant que traître et meurtrier du roi légitime. Mais la conquête des provinces orientales s'avéra bien plus difficile que les campagnes précédentes contre les Perses. Dans les régions de Sogdiane et de Bactriane, les tribus locales lancèrent de fréquentes révoltes contre la domination macédonienne. Au lieu de grandes batailles décisives, Alexandre faisait désormais face à une guérilla longue et frustrante. Les combattants rebelles utilisaient le terrain difficile à leur avantage, attaquant les lignes de ravitaillement et disparaissant dans les montagnes avant que les forces macédoniennes ne puissent réagir. Ces luttes allaient mettre à l'épreuve tant la patience d'Alexandre que l'endurance de son armée. Et c'est durant cette période turbulente que le caractère d'Alexandre lui-même commença à changer. Partie 20. Tensions croissantes et transformation d'Alexandre. Alors que les campagnes en Asie centrale s'éternisaient, Alexandre fit face à des défis très différents des grandes batailles qui lui avaient apporté la victoire au début de la guerre. Au lieu d'affronter des armées perses massives sur des champs de bataille ouverts, il combattait désormais des soulèvements dispersés et une résistance opiniâtre sur un terrain difficile. La guerre devint plus lente, plus épuisante et bien moins glorieuse. Des années s'étaient écoulées depuis que l'armée macédonienne avait franchi pour la première fois la frontière de l'Asie. De nombreux soldats n'avaient pas revu leur foyer depuis près d'une décennie. Ils avaient dû marcher des milliers de kilomètres, livrer d'innombrables combats et endurer des climats rudes, des déserts de Perse aux montagnes d'Asie centrale. Au même moment, Alexandre lui-même commençait à changer. En tant que souverain de l'Empire perse, il se mit à adopter de nombreuses coutumes et traditions perses. Il portait des éléments du costume royal perse et commença à s'entourer de conseillers et de fonctionnaires perses. Pour Alexandre, ces changements faisaient partie de sa vision d'un vaste empire multiculturel, mais beaucoup de ses soldats macédoniens percevaient ces actions de manière très différente. Ils croyaient que leur roi abandonnait les traditions de la Macédoine pour adopter les coutumes d'un ennemi vaincu. La tension entre Alexandre et ses propres troupes commença lentement à croître. L'un des incidents les plus tragiques se produisit dans la ville de Marakanda, aujourd'hui Samarcande. Lors d'une dispute animée pendant un banquet, Alexandre s'emporta et tua l'un de ses plus proches compagnons, Kleitos le Noir. L'incident choqua les officiers macédoniens. Kleitos avait autrefois sauvé la vie d'Alexandre à la bataille du Granique et il était largement respecté au sein de l'armée. Après le meurtre, Alexandre fut accablé de remords. Selon les récits anciens, il resta enfermé pendant plusieurs jours, refusant de se nourrir et pleurant la mort de son ami. Pourtant, les tensions au sein de l'armée continuaient de s'accumuler. À un moment donné, Alexandre tenta d'introduire un rituel de cour perse connu sous le nom de proskinèse. Dans cette cérémonie, les sujets devaient s'incliner ou se prosterner devant le roi en signe de respect. Pour les Perses, c'était une expression normale de loyauté envers leur souverain. Mais pour les Grecs et les Macédoniens, un tel comportement n'était jugé approprié que pour les dieux, pas pour des rois mortels. L'idée provoqua l'indignation de beaucoup de compagnons d'Alexandre. Face à une forte résistance, Alexandre fut finalement contraint d'abandonner cette pratique. Malgré ces conflits, Alexandre restait déterminé à pousser sa campagne encore plus loin vers l'est. Au-delà des montagnes s'étendaient des terres que peu de Grecs avaient de vues auparavant. Alexandre avait l'intention de les atteindre. Partie 21, la campagne en Inde. En 327 J.C., Alexandre avait poussé ses conquêtes jusqu'aux confins orientaux de l'ancien empire perse. Mais pour le roi macédonien, les limites de l'empire n'étaient pas les limites de son ambition. Au-delà des montagnes gisaient des terres que les géographes grecs comprenaient à peine, les territoires riches et mystérieux du sous-continent indien. Alexandre décida de poursuivre son avance. Pour atteindre ces terres, son armée dut d'abord franchir les imposantes montagnes de l'Hindu-Kush. Le voyage fut long et difficile, mais finalement, les forces macédoniennes descendirent dans les vallées fertiles qui menaient vers le fleuve Indus. À mesure qu'il progressait, Alexandre divisa son armée en colonnes distinctes afin de se déplacer plus efficacement dans la région. En chemin, ses troupes livrèrent une série de batailles contre des tribus locales comme les Aspasiens et les Assaséniens qui résistèrent farouchement à l'invasion macédonienne. Certains des combats les plus difficiles eurent lieu lors du siège d'une cité fortifiée appelée Massaga. Les défenseurs se battirent avec opiniâtreté contre les forces d'Alexandre
et la bataille devint l'un des affrontements les plus sanglants de toute la campagne orientale. Finalement, la ville tomba, permettant à Alexandre de s'enfoncer davantage dans la région. Tous les souverains ne choisirent pas de lui résister. Le roi de Taxila, une cité puissante près de l'actuel Islamabad, décida au contraire de former une alliance avec Alexandre. Accueillant l'armée macédonienne, il offrit des provisions, du soutien et des soldats pour aider à la phase suivante de la campagne. Ensemble, ils se préparèrent à affronter l'un des adversaires les plus redoutables qu'Alexandre ait jamais rencontré. Son nom était Poros, souverain d'un puissant royaume au Pendjab. Les deux armées se rencontrèrent à la bataille de l'Hidaspe. Contrairement aux batailles belges précédentes, cette confrontation fit découvrir à l'armée d'Alexandre une nouvelle arme terrifiante, les éléphants de guerre. L'armée de Poros déploya ses animaux massifs sur le champ de bataille, les utilisant pour briser les formations ennemies et semer la panique parmi les troupes adverses. Pour les soldats macédoniens, qui n'avaient que rarement croisé de telles créatures au combat, la vue était à la fois choquante et intimidante. La bataille fut acharnée et coûteuse. Malgré le danger posé par les éléphants et la détermination de l'armée de Poros, Alexandre finit par surpasser son adversaire par la manœuvre. Grâce à une traversée de rivières soigneusement planifiée et des attaques coordonnées de la cavalerie et de l'infanterie, les forces macédoniennes purent vaincre l'armée de Poros. Pourtant, Alexandre fut profondément impressionné par la bravoure du roi vaincu. Lorsque Poros fut amené devant lui, Alexandre lui demanda comment il souhaitait être traité. Poros aurait répondu par une phrase simple « Traite-moi en roi ». Respectant son courage, Alexandre permit à Poros de continuer à régner sur son royaume en tant qu'allié fidèle. Malgré cette victoire, cependant, l'armée macédonienne avait atteint son point de rupture. Devant eux s'étendaient des royaumes encore plus vastes et des armées plus nombreuses. Et après des années de campagne incessantes, les soldats d'Alexandre commençaient à perdre la volonté de poursuivre la conquête. Le plus grand défi auquel Alexandre ferait désormais face ne viendrait pas d'un roi ennemi. Il viendrait de sa propre armée. Partie 22, la mutinerie et le dernier voyage de retour. Après la victoire sur le roi Poros au fleuve Hydaspe, Alexandre souhaitait continuer à s'enfoncer plus profondément en Inde. Les géographes grecs de l'époque croyaient que quelque part plus loin à l'est se trouvait le grand fleuve qui marquait le bord du monde. Pour Alexandre, atteindre cette frontière lointaine était devenu une partie intégrante de sa vision de conquête du monde connu. Mais son armée avait atteint sa limite. Pendant 8 longues années, les soldats macédoniens avaient marché à travers les continents. Ils avaient livré d'innombrables batailles, traversé des déserts et des montagnes, et parcouru des milliers de kilomètres depuis leur foyer en Grèce et en Macédoine. Beaucoup avaient perdu des amis et des membres de leur famille en chemin, et peu croyaient que la campagne finirait vraiment un jour. Lorsque l'armée d'Alexandre atteignit le fleuve Haïphas, connu aujourd'hui sous le nom de Bès, les soldats refusèrent d'aller plus loin. Les généraux se réunirent pour discuter de la situation, et même les officiers les plus loyaux d'Alexandre admirent que les hommes étaient épuisés. Des rumeurs s'étaient propagées sur l'existence de vastes royaumes plus loin en Inde, dotés d'armées énormes, prêtes à défendre leurs terres. Les soldats craignaient que la guerre ne se poursuive encore pendant de nombreuses années sans aucune garantie de victoire. Alexandre était furieux. Pendant des jours, il tenta de persuader son armée de poursuivre la marche vers l'est, mais les soldats restèrent en main ferme. Ils avaient atteint le bout de leur endurance et n'iraient pas plus loin. À contre-cœur, Alexandre accepta leur décision. Au lieu de s'enfoncer davantage en Inde, il ordonna à l'armée de faire demi-tour vers le sud et de commencer le long voyage de retour. Ce retour s'avérerait presque aussi difficile que la conquête elle-même. Alexandre divisa ses forces pour le voyage. Une partie de l'armée, dirigée par son amiral Néarque, navigua le long des côtes depuis l'Indus vers le golfe Persique. Ce voyage allait devenir l'un des grands périples d'exploration du monde antique, les marins grecs naviguant sur des eaux qui leur étaient jusqu'alors inconnues. Pendant ce temps, Alexandre menait le reste de l'armée par voie terrestre. La partie la plus dangereuse du voyage de retour eut lieu lorsque l'armée traversa le désert de Gédrosie, dans ce qui est aujourd'hui le sud du Pakistan et de l'Iran. La région était l'un des environnements les plus hostiles du monde antique. La chaleur extrême, le manque d'eau et les pénuries de nourriture causèrent des souffrances terribles parmi les soldats.
Beaucoup moururent durant la traversée. Pourtant, malgré ces épreuves, Alexandre et ses troupes survivantes finirent par regagner le cœur de l'Empire perse. Des années s'étaient écoulées depuis que le jeune roi macédonien avait commencé sa campagne. Il avait conquis un empire plus vaste que tout ce que les Grecs avaient pu imaginer. Mais son histoire extraordinaire approchait de son dernier chapitre. Bientôt, dans la grande cité de Babylone, Alexandre le Grand allait rencontrer son destin.